Sur cette deuxième table ronde, nous avons le plaisir d'avoir une table ronde qui va nous permettre de mettre un peu en débat l'ensemble des résultats qu'on a évoqués d'un point de vue politique, avec Jean-Pierre Marcon, qui est président du Conseil départemental de Haute-Loire et qui représente également l'Assemblée des départements de France, Christophe de Gruel, qui est président de Blois Aglopolis et vice-président en charge de la culture à l'Assemblée des communautés de France, Éric Briat, qui est directeur de la coordination des programmes à la politique de la ville et à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et Claudie Le Breton, président de la Fédération Arts Vivants et Départements. Alors, je vous prie vraiment d'excuser l'absence de Noël Corbin, qui représentait normalement le ministère de la Culture et qui a été mobilisé aujourd'hui dans le cadre d'une réunion de crise auprès du Premier ministre et qui a donc dû se désister et ne peut pas participer à ce débat et il s'en excuse. Alors, donc, cette table ronde, en fait, ce qu'on voulait sur cette table ronde, c'était de faire réagir les personnes, les intervenants. Bonjour à tous. Ah, c'est vous qui fumez depuis tout à l'heure. Je vous vois fumer, vous me donnez envie. Alors ça, c'est les joies de Zoom, n'est-ce pas, qui permettent de faire des choses qui sont parfaitement interdites aujourd'hui. Alors, je souhaiterais vous interpeller. Donc, vous avez reçu une fiche de contribution et on vous a demandé, en fait, on vous a posé à chacun 3 questions pour vous demander d'avoir une écoute active sur la première table ronde et de réagir sur ce qui a été dit, sur ces premiers résultats et ces premiers débats à partir des discussions d'Aurélien, d'Emmanuel et de Raphaël. Les questions donc, auxquelles vous avez accepté de vous prêter, donc je vous ai posé 3 questions. La première, c'est quels sont les 2 points qui vous ont vraiment marqué dans ce qui a été dit? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? La deuxième question, c'est quel serait le point sur lequel vous pensez qu'il y a une divergence d'opinion, sur lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, ou en tout cas, ça crée débat, ça crée un peu le dialogue et le frottement. Et la troisième question, donc les questions et les problématiques qui émergent selon vous à l'écoute des résultats. Quelles seraient un peu les problématiques que vous aimeriez voir creuser au cours de ces 2 jours et plus largement par le LUC? Voilà, donc la petite technique d'animation de cette séquence, c'est que je suis assistée par mon partenaire dans le crime qui est Yves Armel Martin, qui saisit, voilà, salut Yves Armel, qui va essayer de synthétiser ce que vous dites à travers un outil, un tableau blanc numérique, et à qui je demanderai vers 17h30 de faire une rapide synthèse et mise en perspective de ce que vous avez pointé, qui nous permettra de débattre avec l'Assemblée et entre vous. Et aussi, je dois dire que Aurélien, Emmanuel et Raphaël sont là également et pourront également, bien sûr, réagir à ce qui vous a vous-même fait réagir. Voilà. Alors, je vais commencer avec Monsieur Marcon, donc président du Conseil départemental de Haute-Loire. Voilà, j'aimerais connaître un peu ce qui vous a frappé, ce qui fait divergence, et puis les problématiques qui émergent à l'écoute des résultats que vous avez entendus, Monsieur Marcon. D'abord, ce qui me frappe, et j'en comprenais d'ailleurs pas complètement le sens, c'est que vous ayez abordé de manière un petit peu restrictive le passage de la coopération culturelle à la culture de coopération. Pour moi, c'est un petit peu compliqué. Et je regrette presque qu'on résume la coopération culturelle à simplement à un unique secteur de la culture. Alors que pour moi, c'est un secteur beaucoup plus élargi. C'est un élément qui est particulièrement restrictif. Parce que pour moi, la culture, ça va beaucoup plus loin, puisqu'elle englobe même le tourisme, elle englobe le patrimoine, elle va beaucoup plus loin. Et les interventions cet après-midi, à mon avis, étaient trop restrictives dans ce domaine-là. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est l'importance du partenariat département-EPCI. Mais les témoignages, les exemples qui sont choisis sont tellement différents qu'on ne peut pas tirer des observations générales et des enseignements généraux. Parce que si on est situé dans un département très rural, je dirais plus pauvre, si je peux me permettre d'utiliser l'expression,
on n'a pas du tout la même appréhension de la politique culturelle qu'on peut l'avoir dans un secteur très urbain et dans une grande agglomération. Et là se situe la difficulté de pouvoir dialoguer avec tous ceux qui, au niveau local, participent au développement de la culture. Et la méthode que nous avons adoptée au département, qui est basée, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur une feuille de route qui a fixé les grands principes de la collaboration avec les collectivités locales et dans le domaine culturel avec des objectifs très précis, qu'on vérifie d'ailleurs tous les 6 mois par un bilan qui est fait tous les semestres au niveau de notre département, nous permet de vérifier qu'on met bien ça en place sur le département, et ça me paraît important. Et la grande découverte, et qui m'a d'ailleurs personnellement étonné, c'est qu'en définitive, la culture, ça ne vient pas d'en haut, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, mais ça vient d'en bas. Et c'est plutôt les acteurs locaux qui bâtissent avec nous leur développement culturel. Et ça, c'est un élément nouveau auquel je ne m'attendais pas, mais c'est peut-être spécifique au milieu rural, où les relations avec le département sont peut-être plus simples qu'ailleurs, sont peut-être plus franches, je ne sais pas. En tout cas, avec un petit nombre de personnes, c'est peut-être plus simple à monter des opérations collectives et qui, aujourd'hui, je le redis à ma grande stupéfaction, marchent plutôt très bien. Et je suis même étonné que dans certaines communes dites dans le rural très profond, puissent faire émerger des projets culturels aussi ambitieux que celles qui nous ont présentés et avec qui on essaye de travailler. Merci, merci Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous êtes en divergence? Bon, votre premier point, où vous étiez un peu... C'était déjà de la divergence. Mais qu'importe, je ne sais pas diviser je ne sais pas saucissonner tout ça, hein, comme on dit dans le département de la Haute-Loire. J'ai besoin de faire une analyse plutôt globale de ce que j'ai entendu cet après-midi. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que la divergence avec ce que j'ai entendu, c'est que la culture, c'est d'abord par le bas et non pas par le haut. D'accord. C'est le point essentiel de divergence. Et est-ce qu'il y a des sujets, des problématiques, des questions qui vous semblent vraiment importantes de creuser, qui émergent selon vous là, sur lesquelles vous aimeriez avoir plus d'éléments? Moi, là où je veux avoir plus d'éléments, c'est comment on s'y prend pour coopérer avec les collectivités locales. Puisque dans le département, on a mis en place deux structures, ne serait-ce que des missions d'ingénierie auprès des collectivités locales. Nous avons mis en place une mission spécifique territoire avec les collectivités locales. On a bâti une contractualisation sur plusieurs années. Et là, j'ai une petite difficulté parce que j'ai un peu de la peine d'y introduire les aspects sociaux. Et comment la culture peut favoriser cette liaison avec le monde rural, avec le monde peut-être des gens un peu plus défavorisés, et comment on peut faire en sorte que la culture, ce soit aussi une promotion sociale. Là, c'est plus compliqué. Et je pensais avoir un peu plus d'éléments que ce que j'en ai entendu, mais c'est peut-être parce que c'est un peu compliqué aussi à décliner. On y reviendra, peut-être qu'on interpellera nos chercheurs, et puis je pense que c'est un sujet qui sera aussi pas mal évoqué demain sur les résultats des laboratoires. Merci beaucoup. Je passe la parole à Christophe Degruel. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qui a été dit Alors, il a été dit beaucoup de choses très passionnantes, mais il y a toujours dans ce genre de colloque une forme de décalage entre une approche théorique telle qu'elle peut être conceptualisée par les chercheurs et puis la dimension concrète des politiques publiques telles que nous, les élus, praticiens de terrain, nous essayons d'agir. Mais les deux points marquants des débats de cet après-midi, pour moi, c'est la tentative d'une forme de typologie où on a essayé de distinguer ce qui était du registre de la coopération, du registre de la collaboration, du registre de la mutualisation, et puis je rajouterais, même si ça a été peu évoqué, du registre de la contractualisation. Donc je pense que quand on veut s'intéresser aux politiques publiques territoriales, essayer de distinguer ce qui relève donc de ces quatre termes, en tout cas moi ce que j'ai retenu,
coopération, collaboration, mutualisation, contractualisation, ça permet d'avoir une grille d'analyse qui est sans doute à mi-chemin entre les actions concrètes et puis les tentatives de conceptualisation telles que les chercheurs peuvent le faire. Donc ça, c'est le premier point marquant que je noterai de notre après-midi. Et le deuxième point marquant, mais qui va faire écho aux autres thèmes de mon intervention, j'ai beaucoup aimé cette tentative de typologie avec le phénix et l'arlésienne. J'ai trouvé que la manière dont Emmanuel Négrier et son collègue en parlaient dans l'article et dans l'intervention orale était très intéressante parce qu'elle résume bien dans l'histoire de la décentralisation cette relation particulière d'un département, au moment d'ailleurs des lois Raffarin, puis avec la tentative de Valls, à renaître de ses cendres. Et puis l'Arlésienne. Alors l'Arlésienne, je trouve le terme un peu dur parce que moi, ça fait 30 ans que, j'agis dans le domaine politique des collectivités locales et en 30 ans, il y a une montée en puissance incroyable des intercommunalités. Donc le terme arlésienne est à la fois juste et à la fois un petit peu péjoratif parce qu'aujourd'hui, le fait intercommunal est une réalité, même s'il a été dit que la dernière campagne municipale a été peu marquée par le fait intercommunal. Mais en revanche, même si dans les débats des élections municipales, on a peu parlé de l'intercommunalité, vous avez sans doute noté que cette année, il y a eu un vrai troisième tour et que ce n'est pas parce que vous gagnez la ville-centre que vous gagnez la présidence de l'agglomération, de la métropole et de la communauté urbaine. Donc, il y a cette notion d'arlésienne, mais il y a une montée en puissance qui est une évidence. Les élus, au moment des élections municipales, ne veulent pas prendre le risque de se fâcher, mais au moment où la présidence se joue, ça tire dans les coins. Donc voilà, cette notion de phénix et arlésienne, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de nous projeter dans la suite des débats que nous allons avoir. Donc voilà pour les deux points marquants. Pour les points de divergence. Sur la divergence d'opinion. Alors, je suis désolé de le dire comme ça aux chercheurs, mais pour moi, il n'y a pas de coopération. C'est-à-dire que je vais être un peu provocateur dans mon propos. Dans cette table ronde, cet après-midi, je suis le seul professionnel de la coopération, puisque je vous rappelle que les intercommunalités, le statut juridique, c'est un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Et pour qu'il y ait coopération, en tout cas dans la sphère publique, je ne parle pas des travaux de Richard Sennett, par exemple, puisque ça a été cité, mais dans l'action publique, la coopération, pour moi, elle induit entre les partenaires d'être sur un pied d'égalité, d'être égaux. Et moi, je définis souvent mon rôle de président plutôt comme étant primus inter pares. Donc, tout ce que j'ai entendu cet après-midi était très intéressant, mais pour moi, relève beaucoup plus de la collaboration, de la mutualisation, de la contractualisation et quasiment pas de la coopération. Donc voilà, là, j'ai une divergence sur ce qui a pu être proposé cet après-midi. Et puis, si je devais relever donc l'émergence d'un élément, je dirais que l'émergence, c'est l'émergence de l'intercommunalité. Dans les propos et les interventions et les réactions sur le chat, finalement, il a été très peu question des départements, mais beaucoup plus des intercommunalités, qu'elles soient des communautés de communes aux intercommunalités. Alors, cette montée en puissance, cette émergence du fait intercommunal me paraît quelque chose de très important. Les départements, ils ont plus de 200 ans, création de la Révolution française. Les EPCI, même s'il y a eu des formes, inabouties dès 1890, c'est vraiment les lois Chevènement qui leur donnent un deuxième flou. Donc voilà, cette émergence des EPCI, c'est à mon avis quelque chose de fondamental et sans doute qu'on y reviendra dans le débat parce que j'insiste, ça avait été mon propos introductif lors du mot d'accueil, je ne suis pas du tout persuadé qu'en dehors des communautés de communes, il y ait une collaboration entre les départements et les intercos sur le plan culturel. D'accord, merci pour ce point. Est-ce qu'il y a des questions ou des problématiques que vous voudriez vraiment mettre, c'est cette question-là que vous voudriez mettre en débat durant ce colloque? Alors, je vais être très provocateur.
vis-à-vis de mon collègue président de la Haute-Loire. Je vais être très provocateur vis-à-vis de Claudie Le Breton, mais je crois qu'Emmanuel Négrier a rappelé que Manuel Valls, lors du projet de loi NOTRe, avait commencé par un projet de loi qui ne supprimait pas réellement les départements, mais qui les transformait en une fédération d'EPCI. Moi, je trouvais ça très intelligent. Et comme j'ai dit que j'allais être provocateur, je dirais qu'une fois de plus, François Hollande s'est arrêté au milieu du chemin et a transformé cette loi qui avait une forme de rationalité en une grande bouillie, en renforçant les départements, l'effet Félix, en laissant les EPCI au milieu du chemin et en faisant des régions totalement incontrôlables. Et donc, sur le champ des politiques culturelles, puisqu'elles ne sont pas de compétences obligatoires et donc de compétences optionnelles, on est dans des pratiques très, très différentes d'un territoire à l'autre. Merci beaucoup, Monsieur De Gruel. Vous voyez, je tente d'animer le débat en faisant de la provocation. C'est parfait, c'est parfait. Le frottement va créer la coopération. J'aimerais donner la parole, s'il le veut bien, à Emmanuel. Emmanuel Négrier, est-ce que vous voulez répondre à ce qui vient d'être dit et compléter la question de l'Arlésienne et puis ces dimensions intercommunalité? Oui, alors de quelques points en désordre. D'abord le département. Le président de Haute-Loire l'a dit, et ça a été corroboré cette fois par le président de Gruel. En effet, l'un des effets de la crise et de la définition de la compétence culturelle des départements, compétence générale mais non obligatoire, donc soumise aux équilibrages budgétaires entre les compétences absolument obligatoires et le reste, c'est qu'il y a une différence qui apparaît assez nette entre types de départements, et notamment entre départements bénéficiant de ressources importantes et départements pauvres. Les départements ruraux n'étant pas forcément des départements pauvres, par ailleurs. Mais partout, la pression, par exemple, des dépenses sociales est telle que dégager un volontarisme culturel et le traduire en actes devient compliqué. Deuxième point, sur la question qui nous posait un petit peu sur la provocation de Christophe De Gruel à l'égard de la coopération. Je pense, alors, pour ne pas être long et pour aller dans le sens de la poursuite des échanges, je lui donne le défi d'écouter bien les expériences qui vont être maintenant retracées, parce que les observations qu'on a faites montrent que pour ne pas être du tout a priori sur un pied d'égalité au départ, des acteurs se découvrent des vocations égalitaires en action. Et que donc, on passe en effet d'une forme en apparence collaborative ou d'injonction à coopérer à de réelles expériences coopératives. Enfin, je dirais, à front renversé, que les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, que j'ai étudiés sous toutes leurs coutures, et en particulier sur la couture culturelle, qu'est-ce qu'ils faisaient de la coopération quand ils avaient décidé d'avoir la compétence culturelle? La première hypothèse qu'il ne fallait jamais oublier, c'est qu'ils n'en fassent rien. Donc, ça n'est pas parce que juridiquement, vous avez la compétence culturelle que vous êtes un EPCI, ça n'est pas pour autant que vous coopérez. Merci Emmanuel. Aurélien, vous me faites signe si vous voulez intervenir. Donc, je continue le tour de table avec Éric Briat, donc, directeur de la coordination des programmes à la politique de la ville à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les échanges que nous avons eus sur cette première table ronde? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur cette question-là, moi, je trouve que les deux éléments de constat qui ont été portés, à savoir que la coopération culturelle actuellement, ce sont des éléments de constat, en tous les cas, apparaît comme excessivement auto-centrée.
le fait qu'elle ne s'est pas dépassé l'inter pour ne pas aller assez dans le transsectoriel. Je trouve que c'est un élément de constatation qui est fort et qui en ce sens frappe pour le coup. Le second élément, c'est la coopération culturelle qui est trop déterminée et qui aurait vocation voilà, à faire transition, à accompagner la transition. Et je trouve que ça, ce sont deux éléments de constat qui sont posés sur le champ finalement d'action et d'application de la coopération culturelle qui je trouve, mérite véritablement considération et c'est tout l'intérêt de l'étude que de le faire ressortir. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous étiez vraiment, vous sentez une divergence de point de vue? Une divergence, non. En revanche, une nuance, mais on y a déjà fait allusion, mais c'est une nuance sur la fameuse arlésienne, pour le coup, qui va, je pense, marquer un peu, là, pour le coup, les échanges. L'expérience que nous avons, nous, par exemple, sur la politique de la ville, où les contrats sont passés à l'échelle intercommunale en impliquant l'État, les intercommunalités, mais aussi les départements, montre que dans un certain nombre de cas, dans le champ culturel, notamment dans le secteur des bibliothèques et des médiathèques, par exemple, on a des dynamiques culturelles plutôt positives et des dynamiques culturelles coopératives qui sont plutôt assez positives. Donc, c'est plus une nuance qu'une divergence. C'est de dire, il y a des endroits où ça marche. Et donc, en réalité, c'est plus s'interroger, me semble-t-il, sur le cadre de la contractualisation qui permet ou ne permet pas ça, le contenu de la contractualisation qui permet ou ne permet pas cela, mais c'est aussi probablement s'interroger plus encore sur le processus pour parvenir à l'aboutissement de ce résultat. Mais j'ai tendance à penser quand même que là, il ne faut pas en tous les cas sous-estimer complètement les efforts qui ont été faits de part et d'autre, et par les départements et par les intercommunalités, en tous les cas sur les contrats de ville et dans le champ culturel. J'ai le sentiment que le bilan est un peu plus mitigé et un peu moins univoque, et c'est donc la nuance que j'apporterai, pas la divergence, mais la nuance. La nuance, d'accord, merci. Et quelles sont les problématiques que vous souhaiteriez voir creuser, en fait? Qu'est-ce qui vous semble vraiment important de creuser aujourd'hui? Moi, j'ai été très intéressé par deux points qui ont été soulevés dans le cours des présentations. On a beaucoup dit qu'au fond, la culture était là pour créer du commun, et je trouve qu'en cela, la coopération est certainement ce moyen de parvenir à créer du commun de manière efficiente, efficace, impactante. Comment la coopération peut prendre en compte la question de la diversité, qui pour moi est une question qui est extrêmement structurante dans la façon dont on doit aujourd'hui penser les politiques culturelles. Je pense que Noël Corbin serait là, il aurait aussi cette attention particulière, et la délégation qu'il va créer au sein du ministère de la Culture s'interroge aussi sur cette question-là. Et puis la deuxième question que je trouve encore plus fondamentale, c'est finalement la question qui était posée, qui était énoncée par Raphaël Besson à un moment donné quand il se référait à son expérience à Madrid, où il s'interrogeait sur la façon dont la culture s'étend dans la vie quotidienne, comment elle participe de la vie quotidienne des habitants, parce que c'est certainement par ce bout-là, et je souscris assez à la façon dont il a présenté les choses, et qu'on pourra non seulement être dans la participation des habitants, mais véritablement dans un processus de transformation, et qu'on va reboucler avec les problématiques qui ont été posées plus haut, la question de la sectorialité, de l'intersectorialité, de la transsectorialité, et probablement aussi la question des transitions et de l'accompagnement des transitions. Je pense que c'est probablement en s'interrogeant sur cette capacité de transformation que la culture, comme d'autres champs, que les politiques culturelles, comme d'autres politiques publiques, peuvent amener dans la vie quotidienne des gens, on prend les choses par le bon bout et qu'on peut valablement regarder ce que la coopération peut apporter dans un process de cette nature. Merci beaucoup, Monsieur Bria. Donc, la question de la diversité, des transitions et du lien finalement avec la culture sur le territoire, dans le quotidien, les habitants. Donc, qu'est-ce qui fait culture finalement dans notre société?
Merci beaucoup. Je passe la parole à Claudie Le Breton, avec toujours le même schéma. Qu'est-ce qui vous a frappé? Alors vous êtes au cœur de ce processus, vous l'avez suivi de très près, mais sûrement que des résultats qui ont été donnés cet après-midi vous frappent. D'abord, j'interviens comme président de la Fédération des arts vivants et départements de France, mais j'ai aussi un passé, pas si lointain que cela, où j'ai exercé, je le dis à mon camarade Christophe, les fonctions de maire, de président d'une communauté de communes, après les lois Joxe de 92, parce qu'il n'y a pas que la loi Chevènement de 99, président d'un département, et aussi j'ai même siégé au Conseil régional de Bretagne. Donc, ça ne fait pas de moi forcément un départementaliste, mais avec l'expérience du temps, ça fait de moi très sûrement un fédéraliste. Et ça, c'est un autre débat et qui viendra certainement dans les mois qui viennent lors d'échéances futures et qui pourrait être éclairé par ce que nous vivons actuellement, comment se comportent certains États en fonction de leur organisation démocratique et territoriale face à la crise du Covid. À ce titre, il y a tellement de choses qui ont été dites et puis le débat a été d'une grande richesse et vraiment de grande qualité avec Raphaël, Emmanuel et Aurélien. Pour moi, c'est l'expression d'Emmanuel Négrier, la première. La coopération, c'est l'arme des faibles. Pour le breton des Côtes-d'Armor que je suis, ça me parle, car ça renvoie aux années 50, 60, 70, et il faut se rappeler que la Bretagne est une terre qui était d'une très grande pauvreté, voire d'une certaine misère. Et c'est sur ces terres de Bretagne que s'est développée fortement la coopération et l'esprit mutualiste. Beaucoup de coopératives dans tous les domaines, pas simplement économiques, se sont constituées avec cet esprit d'entraide et de mutualité. Et je pense que si la Bretagne est devenue l'une des régions les plus prospères, à forte identité culturelle et historique de notre pays, c'est grâce à cette coopération et à cet esprit mutualiste. Et il ne faut pas être surpris que les collectivités costa-armoricaines et bretonnes ont été parmi les premières à expérimenter, avant toute loi, l'idée de coopération entre les collectivités locales, surtout dans le monde rural et voire au-delà. Et je me souviens, en 1977, dans le territoire dans lequel je me trouvais, pour pouvoir surmonter un certain nombre de difficultés, voire quelque part de concurrence, eh bien, nous avons créé un syndicat intercommunal. Les communautés n'existaient pas à l'époque. Et dans les statuts, c'était pour porter la coopération économique, sociale, culturelle, sportive, etc. Et je pense que, d'ailleurs, ce qui s'est passé avec la coopération, même si toute coopération n'est pas toujours raison, finalement, ce qu'a fait l'Europe dans une forme de coopération pour pouvoir exister dans cette théorie des blocs, c'est de la même essence et de la même histoire. Et ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important de compréhension. Puis le deuxième, ça a été esquissé, c'est cette idée de passer d'une politique de l'offre publique, de pratique ou de politique publique culturelle, à aujourd'hui à une politique de la demande. Parce que dans le débat de la coopération, on parle de coopération entre collectivités, institutions, élus, administrations, mais l'absent de tout cela, le premier des coopérateurs, c'est le citoyen. Où est le citoyen dans cette politique de coopération? Et quand je regarde l'histoire, puisque j'ai vécu les 30 glorieuses de la décentralisation, je l'ai connu avant et je l'ai connu après. Et je dois dire que, notamment dans le domaine culturel, que de progrès réalisés pendant toutes ces années. Et il est vrai que les collectivités, les acteurs, les artistes, nous avons été extrêmement créatifs et innovants, mais on a toujours été dans une politique pensant qu'il y avait une attente des citoyens et des citoyennes où on faisait des propositions, on offrait des possibilités, des conditions.
Mais aujourd'hui, quelle est la demande de la part de nos concitoyens en matière de politique culturelle, de création artistique, de diffusion? Ça, c'est une vraie question d'aujourd'hui. Et j'avais écrit dans un rapport sur l'aménagement du territoire en France dans le cadre européen en 2016, où je disais le temps de la co-construction des politiques publiques est venu. Et quand on dit co-construction de politiques publiques, c'est comment dans le processus de délibération qui conduit à cette délibération, il y a une participation effective de nos concitoyens. Certes, tous nos concitoyens ne veulent pas forcément participer parce que certains sont dans cette attitude consumériste, mais ce n'est pas pour autant, et d'ailleurs, ayant toujours été convaincu que tout projet politique est un projet culturel dans son acceptation globale, eh bien, il s'agit d'émancipation, d'acculturation, de participation hein, à la vie de nos territoires. Et là aussi, départements, intercommunalités, ce sont des territoires administrés politiquement, mais c'est la question du territoire. Et quand on parle à nos concitoyens, c'est aussi quel est le territoire qu'ils se choisissent. Pour les uns, ce sera la commune, et ça va jusqu'au territoire monde. On est dans toute cette palette que nous connaissons. Donc, ce sont les deux éléments. Et sur la différenciation, enfin, sur le point, je ne suis pas d'accord, mais ce n'est peut-être pas très important quand on dit la coopération isole. Mais la coopération aussi, elle est là pour trouver une forme d'identité territoriale. Et je crois qu'elle est aussi quelque part dans une volonté, parce que qui dit coopération dit solidarité entre les individus, les acteurs, qu'ils soient du monde économique ou social, mais c'est ça la réalité. Et ça peut être aussi, quelque part, la coopération peut renforcer un certain nombre et de progresser dans les territoires dans lesquels eh bien, nos concitoyens attendent de nous, non pas que des réponses, mais qu'on soit en capacité de répondre à leurs attentes. Merci, Monsieur Le Breton. Est-ce qu'il y a des sujets, des problématiques qui vous semblent importantes de creuser? Ben c'est sur le sujet sur lequel je viens de terminer. C'est aujourd'hui, et là aussi je partage l'idée que nous sommes de plus en plus dans la gestion de la complexité. Oui. Hein, et d'ailleurs, le sociologue Edgar Morin, dans un interview il y a de cela quelques années, disait aujourd'hui comment je veux dire, la solution à tous nos maux dans le cadre des crises que nous vivons, qu'elles soient environnementales, économiques, sociales, culturelles et autres, réside dans un concept déjà rejeté par l'opinion publique, la complexité. Eh bien, la complexité, nous y sommes, et c'est comment, face à cette complexité, nous allons nous organiser, les hommes et les femmes, les individus, dans nos territoires, pour justement arriver à apporter des solutions à tous les maux d'aujourd'hui. Et la culture est déterminante. Et on voit bien, malheureusement, combien ce thème est totalement absent des débats actuels sur la crise du Covid que nous vivons en ce moment. La complexité et l'incapacité aussi à prédire, en fait. Hein. On est aussi dans un environnement qui a beaucoup de mal à prédire et ça nous met dans une situation incertaine, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton. Je vais vous proposer, si Yves Armel est prêt, d'avoir une synthèse de ce que vous venez de dire pour relancer le débat entre vous. Alors, Yves Armel, où es-tu? Où es-tu dans cette sphère? Pardon, j'arrive. Ah. Allez, hop. Ok, vous devez voir mon écran peut-être? Oui. Ok, alors bon, j'ai essayé très rapidement hein, de mapper tout ce que vous avez dit. Alors, je vais pas faire des redites de toutes vos contributions. Chacun a sa petite couleur, ce qu'il fait, les points marquants, ce qui fait débat et les sujets que vous voudrez travailler. Et juste pour faire une petite synthèse, je retiens 3 sujets de travail à ce stade. La tension entre ce qui relève véritablement de la coopération et ce qui est simplement collaboration, contractualisation, mutualisation, avec la question est-ce que ça demande de l'égalité ou
en action, les acteurs se découvrent égaux. Et ce qui a été évoqué sur les contenus de la contractualisation, je ne vais pas vous donner une balle de mer à trop déplacer mon écran. Le deuxième point, c'est sur la tension entre des différenciations suivant les territoires et les problématiques communes. C'est-à-dire, on a des territoires qui sont ruraux, urbains, des territoires qui sont plus riches que d'autres. J'ai remis là-dedans la question de la prise en compte de la diversité, car probablement que tous les territoires ne sont pas égaux sur cette question de la prise en compte de la diversité. Certains sont traversés par des tensions peut-être plus fortes que d'autres, ou en tout cas par des réalités qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et à côté de ça, il semble quand même que tous les territoires ont des problématiques communes ou des approches méthodologiques qui peuvent se rejoindre. Comment on s'y prend pour coopérer de manière transversale, le lien entre la culture et son impact dans le domaine social. Et puis, un troisième sujet de travail, c'est comment, d'un côté, on gère des individus, on se met au niveau de l'individu, avec toute la complexité que ça comprend, des individus sur des territoires qui ont d'ailleurs des représentations de leur territoire qui ne sont pas forcément celles que les territoires ont d'eux-mêmes. Et puis, de l'autre, la nécessité de développer des communs et la culture qui permet de créer ces communs. Donc, on voit qu'il y a aussi une ligne de tension à ce niveau-là entre la complexité des individus et les communs qu'on va vouloir faire émerger. Donc, voilà les trois sujets que je vois, ou lignes de tension, ou lignes de travail que je vois émerger plus que des tensions. Merci. Un petit exercice d'improvisation, voilà. Aussi, on essaie d'innover aussi dans les outils d'animation, dans les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir? Sinon, moi, évidemment, j'ai des questions et puis il y a quelques questions dans le chat, mais est-ce que l'un de vous voudrait réagir à ce qui a été dit par les autres? Pas pour le moment. D'accord. Alors, il y a une question, je reviens sur cette question de la complexité et des questions des transitions. Donc, plusieurs d'entre vous dites que c'est important aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait finalement quand on fait de la coopération culturelle pour atterrir finalement vers la finalité qui est quand même le public, les citoyens, et comment on fait pour atterrir aussi sur comment est-ce que la culture peut agir sur les transitions. Est-ce que l'un de vous souhaite revenir dessus? Aurélien, je sais que tu es aussi par là, n'hésite pas à me faire signe. Je pense qu'Emmanuel Négrier est parti, Raphaël également peut intervenir. Mais est-ce que vous, Éric Briard, Claudie Le Breton, est-ce que vous avez quelque chose là-dessus que vous souhaiteriez partager par rapport à cette notion de comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour travailler les transitions dans une politique culturelle? Non. Oui. Enfin, je pense qu'avec la conjonction des crises qui viennent tout en même temps, et c'est, je pense, assez historique à l'échelle de l'humanité. Crise environnementale, crise économique, crise sanitaire, crise sociale, crise numérique. On est dans un temps qui est d'une grande incertitude, avec quelque part une demande des populations de protection, voire de sécurité. Et on voit bien que tout cela s'inscrit, ce n'est pas quelque chose qui est comme une nébuleuse au niveau de la planète, elle se vit dans les territoires, dans les quartiers des villes, dans les villes, au niveau départemental, régional, peu importe, dans les territoires. Et c'est comment on essaie d'y répondre, c'est-à-dire avoir une vision de l'avenir. Et là, c'est important parce que les universitaires, les chercheurs nous aident à comprendre ce monde dans lequel nous vivons, les artistes aussi, qui montrent que par la création, finalement, il y a espoir, il y a confiance et on peut s'en sortir. Après, dans le niveau du pas de temps, c'est-à-dire transition, très certainement, parce qu'on ne peut pas passer d'un état aujourd'hui à un autre état aussi rapidement. Si vous prenez sur la question de l'environnement. On parle d'ailleurs beaucoup de transition écologique. On pourrait même parler des transitions démocratiques aussi. Une question importante qui est posée. Mais il faut savoir aussi, il ne faut pas l'écarter, que des révolutions sont possibles. On l'a vu modestement peut-être aujourd'hui, mais ça pourrait prendre une autre ampleur, avec ce qui s'est passé dans les territoires et les gilets jaunes. Ça aurait pu prendre
Donc, ce n'est pas parce que la dernière révolution date de 1789 et quelques autres, 1848, etc., mais dans un monde aussi instable, eh bien, il peut y avoir des éruptions comme ça et d'une certaine brutalité et d'une grande violence. Que ça vienne des individus ou que ça vienne du climat ou que ça vienne de notre environnement. Donc, moi, je suis plutôt un adepte de la transition, c'est-à-dire comment, avec une forme de progrès, on est capable de passer de cette situation à une autre. Et je pense que la coopération intercommunale, parce que c'est ça qui a été l'élément moteur pour les collectivités locales, qui a permis l'émergence et des établissements publics de coopération intercommunale, puis d'intercommunalité, puis aujourd'hui, c'est le concept de communauté. Et là, il y a des questions. Le rapport entre la communauté et les communes qui composent la communauté, c'est une vraie question. Est-ce que les communautés ne seraient pas parfois, peut-être, les communes du XXIe siècle, hein, avec le fait métropolitain aujourd'hui, la fracture entre le rural et l'urbain, hein, on est dans ces pas de temps. La même question se pose d'ailleurs entre les États et l'Union européenne et le caractère supranational. Hein, toutes ces questions nous sont posées en matière d'organisation démocratique. Hein, et à ce moment-là, c'est comment on est capable d'avoir une vision du futur, de se fixer un cap collectivement et puis de mettre des process ensemble, collectivement, pour avancer. Parce que je suis plutôt avec une lecture positive. Quand je regarde ce qui a été fait depuis 40 ans, convenons que des progrès extrêmement importants ont été effectués pour autant. Mais tel le mythe de Sisyphe, eh bien, c'est toujours, on parlait de coopération il y a des années, mais il faut encore refonder ou repenser la coopération d'aujourd'hui. Et c'est bien le sujet qui nous est proposé, comment passer à une culture de la coopération, il est complètement d'actualité. Merci beaucoup. J'avais envie de rebondir, Monsieur de Gruel, sur votre intervention. Tout à l'heure, vous disiez non, mais il n'y a pas de coopération. Du coup, voilà, vous êtes un peu plus radical, j'ai envie de dire, sur la vision de la coopération. Est-ce que vous pourriez un peu creuser cette analyse? J'étais un peu radical parce que la journée finissait, il fallait un petit peu réveiller tout le monde. Non, si j'ai dit qu'il n'y avait pas de coopération, c'était parce que j'avais envie effectivement de bousculer un petit peu les choses. Je reste néanmoins persuadé que même si des exemples existent, Emmanuel Négrier l'évoquait dans la réponse qu'il m'a fait. Je pense que le problème de votre étude, c'est aussi les biais de la représentativité. Vous l'avez évoqué vous-même au début de votre intervention. On sait très bien que quand on fait ce genre d'études, ceux qui répondent sont très souvent les plus motivés. Donc, il y a ce biais. Mais indépendamment de ce biais, je crois que cette notion de coopération, elle doit d'abord s'épanouir au sein du bloc communal. Les communes et les intercommunalités. Alors, bien sûr, je ne suis pas naïf, tout n'est pas parfait partout, mais tant qu'on n'aura pas un bloc communal fort, et je suis très attaché, comme à la DCF, à cette notion, la coopération à l'échelle intercommunale avec les départements comme avec les régions sera plus difficile. Donc, je crois qu'il faut renforcer les intercommunalités, et effectivement, depuis 92, puisque Claudie Le Breton a rappelé les lois Joxe, les choses ont énormément progressé, mais il faut que le bloc communal soit encore plus fort. Et je le redis tout à l'heure, je pense que la piste qui avait été évoquée par Manuel Valls au début de la loi NOTRe, à savoir une transformation des départements en une fédération de PCI, était sans doute une manière d'avoir des pratiques plus coopératives. Voilà. Parce que on est dans les politiques publiques, mais la question des politiques publiques, elle prend sa racine dans la légitimité politique. Et la légitimité politique, elle est très marquée par le mode de scrutin électoral. Et le mode de scrutin électoral fait que, effectivement, les départements, même si ce n'est pas dans la loi, ont une forme, et j'emploie tous les guillemets et toutes les réserves nécessaires, ont quand même une forme de tutelle,
financières, administratives, politiques sur les communautés de communes, sur les petites communautés de communes. Et très souvent, on retrouve, j'allais dire, le poids des deux conseillers du couple à l'échelle des cantons sur les communautés de communes. Alors, je sais bien que d'un territoire à l'autre, les pratiques peuvent être très différentes, mais il y a quand même cette ambiguïté qui n'a pas été réglée. Donc, moi, je plaide pour qu'il y ait une véritable politique de coopération, mais pour que cette politique de coopération ait lieu à tous les échelons, je reste persuadé que ça passe par un renforcement du bloc communal. Je ne dis pas des intercommunalités, mais je dis bien du bloc communal, les communes au sein de leur intercommunalité. Et ça se traduit comment? Ça se traduirait comment? Ça se traduit comment? Par de la volonté politique, parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait des transferts par la loi de compétences communales à des compétences intercommunales. Les compétences intercommunales qui ont été transférées, le dernier exemple en date le plus marquant, c'est le transfert de la politique de l'eau potable. Bon, ça, le législateur peut l'imposer. En matière culturelle, dans la mesure où c'est très lié à l'identité des territoires, il y a énormément de communes qui sont très attachées à leur théâtre, à leur musée, à leur château. Et je ne vois pas le législateur prendre le risque d'imposer ce transfert. C'est pour ça que c'est bien à l'échelle du bloc communal qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur ce qui doit rester des compétences communales, ce qui doit passer à l'échelle intercommunale. Et l'étude de la DCF que j'ai évoquée au début de mon intervention est très nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on essaye de regarder ce qui se passe à l'échelle des politiques communales, à l'échelle des politiques culturelles au sein du bloc communal, on a quelques études du ministère de la Culture, mais qui sont surtout des études budgétaires et financières. On n'a pas de véritable travail. Et donc, la DCF a décidé d'essayer de voir réellement comment, en 10 ans, la compétence culturelle au sein du bloc communal a évolué. Merci. Et il ne peut pas y avoir d'action, il ne peut pas y avoir de politique publique sans un diagnostic fin. Et aujourd'hui, ce diagnostic n'existe pas. Merci. On reviendra peut-être sur cette question du diagnostic. Alors, je le dis aux participants, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais bientôt revenir sur ces questions. Je voulais passer la parole à Raphaël qui voulait intervenir, revenir sur les questions. Je fais un petit pas en arrière sur les questions de transition, de rapport entre coopération et transition. Alors, Raphaël, je ne te vois pas. Juste, vous me voyez là? Là, ça y est. Ok. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Il y a notamment des points de divergence, donc c'est plutôt une bonne chose. A priori, on devrait réussir à rentrer dans des formes coopératives, ce qui est plutôt en plus stimulant. Juste un tout petit point, je ne vais pas répondre à tous les points par rapport à l'étude et aux écueils possibles. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Premier point quand même par rapport à cette recherche, on a eu vraiment cette volonté justement d'éviter ce biais entre à un moment donné une analyse théorique et puis la réalité de terrain. C'est tout l'enjeu justement des Open Labs qu'on a proposés dans cette deuxième phase de l'étude, qui à un moment donné essayent de partir des acteurs, des besoins du territoire, des problématiques du territoire, et de construire à un moment donné ce que pourrait être justement cette fameuse culture de la coopération, à travers tous les outils méthodologiques que nous a proposé Yves Arbel-Martin. Donc pour nous, c'est quelque chose quand même de fondamental, éviter justement cette dichotomie-là. Et tout l'enjeu, ça va être de repartir de toute cette matière des Open Labs. On est en train de travailler ça pour à un moment donné re-questionner nos propositions aussi, nos hypothèses et nos propositions théoriques. Après, juste 2-3 points par rapport à différentes choses qui ont été dites. D'abord sur la notion de transition. Et là, je pense que c'est extrêmement important. Donc, par rapport à Claudie Le Breton, qui parlait de la nécessité à un moment donné de passage d'un état à un autre. Et par rapport à ce point-là, je suis assez sceptique sur, à un moment donné, une transformation radicale des organisations, une transformation radicale des institutions ou des organisations. Et là, je prends ma casquette de chercheur, juste par rapport à 2 notions qui me semblent fondamentales, parce qu'on en parle tout le temps actuellement. C'est la notion justement de transition et la notion de résilience. Elles sont synonymes, mais elles sont aussi divergentes, ces 2 notions. Et la transition, quand on regarde les transition studies, c'est justement ça. Il nous parle de cette nécessité de transformation radicale d'un système dominant vers un autre système. Donc, on est dans une logique linéaire. On devrait passer, a priori, d'un point A à un point B. Donc, évidemment, ça rassure tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit vivre cette transition, mais après, a priori, tout devrait bien se passer. Et de ce que ça nous raconte, on devrait passer, tout ce qu'on raconte dans l'étude, on devrait passer, a priori,
d'une vision de la culture, d'une vision, on va dire, descendante à une vision ascendante, d'une vision d'une culture savante à une culture populaire, enfin voilà. Donc, a priori, voilà la transition qui est à opérer. Et puis, il y a la notion de résilience, qui m'intéresse beaucoup plus et qui me semble beaucoup plus adéquate par rapport à tout ce travail sur la culture de la coopération. En fait, la résilience, elle désigne la capacité d'un système à atténuer les chocs ou passer au futur. Mais surtout, elle fait davantage référence à un processus, c'est-à-dire à la capacité des systèmes, des individus, des organisations à s'adapter sans nécessairement se transformer radicalement. Donc, en fait, on rentre avec cette notion de résilience dans la complexité. C'est-à-dire que, encore une fois, il ne s'agit pas de penser juste la culture par le bas, mais bien de penser la culture savante et la culture populaire. Il s'agit de penser le marchand et le non-marchand, le court terme et le long terme, l'institution et l'agilité. On rentre véritablement dans cette complexité. Alors, évidemment, la notion de résilience, elle est plus complexe. Et puis surtout, elle est beaucoup plus angoissante. C'est-à-dire, on n'a pas comme ça un mode d'emploi où on passerait d'un système à un autre. Mais je pense que cette notion de résilience est véritablement plus en adéquation par rapport à ce qu'on tente d'expliquer, de montrer avec cette étude. Et puis peut-être un dernier point sur comment on fait pour atterrir. Il y a, je crois, vraiment un besoin de donner les capacités à tout à chacun, individu, organisation, de pouvoir agir sur ces fameuses transitions. À un moment donné, ça peut prendre des formes extrêmement diverses, que je vous disais par rapport à Madrid, produire un banc au bas de chez soi, voilà, des choses complètement anecdotiques ou beaucoup plus significatives. Mais il y a ce besoin d'outiller, d'encapaciter, encore une fois, les individus et les organisations. Et moi, je parle souvent de la nécessité d'un espèce de plan Marshall, de ce que j'appelle les espaces transitionnels. Là, je fais la référence à Donald Winnicott sur l'objet transitionnel, avec cette idée qu'il y a une véritable angoisse en fait, des individus et des organisations. Lui parlait de l'angoisse de l'enfant quand il prend conscience de la perte possible de ses parents et qui, du coup, l'objet transitionnel, à un moment donné, a une vocation, une fonction essentielle. Ben, quelque part, on a besoin de ces espaces transitionnels parce qu'il y a une angoisse terrible liée à la prise de conscience de l'incapacité des institutions à régler de manière globale les problématiques transitionnelles. Donc, très clairement, il y a à penser cette encapacitation des citoyens, des organisations, et ça peut passer par des formes justement de création de ces fameux espaces transitionnels qui peuvent avoir à un moment donné des formes extrêmement diverses. Merci, merci Raphaël. Du coup, quand tu parles de cette question de l'encapacitation des citoyens et de renforcer les citoyens, j'aurais envie de réinterroger Monsieur Marcon sur cette question justement qu'il a évoquée de l'importance de travailler, de favoriser la promotion sociale et qu'aujourd'hui, c'était peut-être l'étape dans un département rural que vous aviez eu du mal à faire. Donc, Monsieur Marcon, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. Mal. Fais-toi répéter. Oui, on n'entend pas toujours très bien. Alors, je vais vous répéter ma question. Je rebondis parce que Raphaël Besson parlait de la coopération qui permettait, la coopération liée aux enjeux transitionnels de notre société, les enjeux environnementaux, etc. Il disait que c'était vraiment aussi un moyen, la coopération, d'encapaciter les citoyens et que c'était important, c'était même un des objectifs, d'encapacitation des citoyens. Vous disiez tout à l'heure qu'une des étapes qui vous semblait difficile dans la coopération culturelle, alors que plusieurs étapes avaient été franchies sur votre territoire, sans doute, et on ne sait pas, c'est une question parce que c'est un territoire rural, mais vous disiez que l'étape la plus difficile sur laquelle accéder, c'était l'étape de la promotion sociale, de ce travail, d'arriver à faire de la coopération culturelle un moyen d'accompagner les gens d'un point de vue de leur encapacitation, je dirais. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, parce que j'ai toujours déploré que dans les régions un petit peu plus reculées, on puisse avoir difficilement accès à la culture. Alors que ces populations-là ont un besoin de culture, ont une soif de culture peut-être encore plus forte qu'en milieu urbain et favorisé. Et c'est cette difficulté à accéder à la culture parce que éloigné d'un certain nombre de structures qui peuvent accueillir l'organisation. Ah, je ne vous entends plus. Est-ce que je suis la seule à ne pas entendre? La Haute-Loire rencontre des problèmes de connexion. Ils ont été coupés plusieurs fois. C'est douloureux. Et pourtant, j'ai cerné ça et là
de formidables besoins de culture de la part de gens, mais vraiment très, très pauvres, très défavorisés dans notre société. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans certains pays étrangers très défavorisés, où là aussi on ressent un besoin de culture très, très fort. Très bien. Et est-ce que vous pensez que c'est logique, ces laboratoires, comme ils sont en train d'être déployés par le LUCA, pourraient permettre justement vraiment d'associer ces personnes et de les engager dans un processus de coopération? Oui, certainement, mais il reste encore beaucoup à faire parce que, encore, même dans les collectivités locales, lorsqu'il s'agit de développer des actions dans le domaine culturel, on reporte toujours l'échéance et on privilégie toujours d'autres investissements que celui qui consisterait à faire du développement culturel. Et ça, c'est tellement ancré dans ces populations rurales que c'est difficile de remonter la pente. Certes, il y a des gros efforts qui ont été faits, il y a des belles réussites, mais on a encore une liaison à établir avec tous ces gens-là qui est un petit peu compliquée. D'accord, merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ce que vient de dire M. Marcon. Sinon, moi, j'avais une question au niveau du chat. Donc, si la coopération culturelle est trop auto-centrée, n'est-ce pas le cas d'autres secteurs, en fait? Est-ce que la culture elle est souvent positionnée par les autres secteurs comme à la marge? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Est-ce que finalement, on reproche à la coopération culturelle d'être un peu auto-centrée? Est-ce que finalement, on ne se dit pas que l'herbe est un peu plus verte ailleurs, alors que finalement, on n'est pas non plus obligé de se flageller sur ces questions? Alors moi, je vais répondre, parce que depuis tout à l'heure, j'ai un peu cette image-là. J'ai travaillé pendant de très longues années dans le secteur culturel, dans les politiques culturelles, et ça fait quelques années que je travaille dans le secteur de l'innovation. Et en fait, tout ce qui s'est dit sur la transformation des métiers, des façons de faire, des outils, etc., et du fait de se décloisonner, est tout à fait, en fait, j'avais envie de dire, se retrouve tout à fait dans les autres secteurs, notamment économiques et de l'innovation, et notamment chez les grands groupes. Donc, depuis tout à l'heure, je me fais la réflexion de me dire, mais en fait, les débats qui sont ici sur la transformation des modes de travail sont des débats qui sont en fait aujourd'hui dans le secteur privé tout à fait présents et sur lesquels il n'y a pas de réponse. Néanmoins, sur la question qui est posée par Mathilde est-ce que finalement la culture n'est pas toujours positionnée par les autres secteurs comme à la marge? Est-ce qu'aujourd'hui on en est encore là? J'ai envie de vous poser la question à vous qui êtes élus. Oui, oui, Monsieur Le Breton, je vous laisse répondre. Il y a une telle diversité de territoires, de pratiques démocratiques qui sont liées d'ailleurs à l'histoire des uns et des autres. Hein, quand on est dans l'Est, dans l'Ouest de la France, l'histoire du Nord avec l'Occitanie, tout cela peut être abordé différemment. Mais pour ce que je connais, moi j'ai toujours été un praticien à considérer que s'il y a bien un élément qui est déterminant dans toutes les politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient même sportives, eh bien, la culture est dans tout. Elle est présente dans tous ces domaines. Elle n'est pas centrée sur elle-même. On peut la réduire simplement à la diffusion et à la création artistique, aux enseignements artistiques à l'école, hein, et toute forme que cela peut revêtir. Et je me souviens d'avoir été à l'initiative avec la Ligue nationale de l'enseignement de réfléchir dans un colloque que nous avions eu dans le département des Côtes-d'Armor à l'époque sur notamment solidarité et culture, avec une participation des notamment travailleurs sociaux sur tous ces sujets, et ça avait été d'une grande richesse, c'est-à-dire mettre notamment dans un dialogue durant 2 jours les artistes, les compagnies, les médiateurs culturels et ceux qui sont des praticiens de la mise en œuvre des politiques de solidarité sociale. Ça a été d'une grande fécondité. Et pour les acteurs qui venaient de différents domaines, c'était la première fois, à la limite, qu'on les mettait ensemble. Hein. Et je crois que si on peut faire en sorte que demain, eh bien, la culture, on considère que ça irrigue l'ensemble des formes d'organisation, que ce soit de travail ou autre, je pense qu'on pourrait effectivement sortir cette culture d'une forme d'isolement. Puis, deuxième élément, j'ai bien entendu Raphaël, il y a
je partage un certain nombre de choses de ce qu'il dit, mais pas totalement non plus. Moi, la question de la temporalité, je la voyais quelque part de la transition dans une forme de temporalité. C'était plus dans ce sens-là. Je suis d'accord avec la résilience, parce qu'évidemment, affronter, que les citoyens et les individus affrontent des chocs procurés par notamment ces phénomènes de crise et comment on peut y répondre collectivement, ça peut se faire par la révolution, mais dans un processus, alors ça veut dire qu'il faut là aussi imaginer des formes quelque part de relations, de démocratie, de confrontation avec les acteurs pour qu'on puisse ensemble trouver les moyens et les moyens, notamment de pouvoir sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes. Et là, je partage totalement ce point de vue. Puis dernier élément, Sylvia, si vous permettez, dans un débat entre nous, y compris avec Christophe, je suis d'accord du renforcement du bloc communal, mais j'ai envie de dire, à quand une grande loi véritable de décentralisation, ce que n'ont pas été les lois NOTRe, etc. On est bien d'accord. Mais à quand une grande loi de décentralisation? Il y a encore des blocs de compétences de l'État à transférer vers les collectivités locales. Je pense l'enseignement supérieur, je pense la politique de santé, je pense à la politique de la sécurité, à la politique de l'emploi et du développement économique. Il y a encore des choses à faire que l'État ne fait pas bien. Il faut aller vers ça. Parce que je terminerai quand même sur une comparaison. Regardons entre des organisations démocratiques différentes le résultat de la gestion sanitaire en France et en Allemagne, où il y aurait là aussi beaucoup de choses à dire. Puis je voudrais dire aussi, parce que je suis le président de la Fédération Arrivants et Départements, Arrivants et Départements, ce sont des associations départementales qui sont financées certes par les conseils départementaux, mais qui sont une forme de modèle démocratique de coopération entre tout ce qui fait notamment le système, enfin l'ensemble culturel du territoire départemental avec les autres acteurs. Et il y a beaucoup d'expériences dans de nombreux départements sur le sujet, et je crois que c'est une forme, vous le comprendrez, là aussi je représente celles et ceux qui sont adhérents à cette fédération, et qui est une forme originale, quelque part, de coopération sur nos territoires. Oui. Je suis entièrement d'accord avec la dernière intervention de Claudie Le Breton. Je pense qu'une vision fédéraliste ferait beaucoup de bien à la France, mais je voudrais revenir sur deux absents de nos débats de cet après-midi. Le premier absent, c'est le ministre ou la ministre de la Culture, et le deuxième absent, c'est le créateur. Je pense que depuis ce qu'on appelle communément les années Lang-Mitterrand, la France est en matière de politique culturelle un foyer d'effervescence extraordinaire. Il y a partout des festivals, il y a des salles de cinéma, il y a des écoles de musique, il y a les FRAC, il y a un paysage qui en 40 ans a été totalement bouleversé. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je regrette, je pense, alors ce propos est un propos très politique de ma part, mais je pense que depuis Catherine Tasca, c'est-à-dire depuis 2002, il n'y a pas eu un ministre de la Culture qui a marqué son ministère et qui a porté ce sujet. Parce qu'il y a un paradoxe. Effectivement, la politique culturelle est très portée par les élus et par les collectivités territoriales. Mais on a vu quand même ces dernières années des cas de censure, y compris dans ma propre famille politique, sur une programmation d'artistes, théâtre, rap et d'autres exemples. Et je pense que le ministre de la Culture, en France, il doit être une espèce de paravent. Et nous n'avons pas eu tout quinquennat confondu depuis Jospin, en réalité, d'une parole forte. Je ne parle pas du ministère, je parle du ministre de la Culture qui a ce rôle de protecteur des arts. Voilà, c'est sans doute des réminiscences de la Renaissance et de François Ier. Donc voilà, il y a un absent, c'est le ministre ou la ministre de la Culture. Et il y a un deuxième absent dans nos débats, c'est l'artiste, c'est le créateur.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne veux pas rentrer dans le débat l'offre et la demande, ça me paraît trop simplificateur, mais à un moment donné, les artistes, les créateurs, ils doivent être aidés, ils doivent être soutenus. Et le paradoxe, c'est qu'on a quelquefois des élus qui sont tellement impliqués dans la vie culturelle de leur collectivité, tout niveau confondu, qui se transforment quasiment en programmateurs. Il faut laisser les artistes créer, il faut les protéger et il faut que les professionnels de la culture bénéficient de cette liberté intellectuelle. Voilà, j'avais envie de le dire parce qu'on n'a pas encore évoqué ça, on est resté dans des débats plutôt de nature sociologique. Voilà, il faut défendre les artistes, défendre les créateurs et que les élus soutiennent les politiques culturelles, mais qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils sont directeurs de théâtre, d'opéra ou de festival. Merci beaucoup pour cette parole engagée. Et voilà, c'est important de le dire, en effet, comment est-ce que les artistes aujourd'hui sont les acteurs de la coopération. J'avais envie de poser la question à Éric Bria parce que justement, sur des dynamiques aussi de politique culturelle, vous avez une expérimentation qui est forte là-dessus, je pense. Est-ce que vous voulez réagir à ça, justement? Écoutez, moi, franchement, j'aurais envie de répondre qu'en réalité, tout ce dont nous débattons autour de cette notion de coopération, c'est comment, en dernière instance, faire en sorte que des projets concrets se réalisent. Alors, ce sont des projets qui peuvent impliquer des artistes, évidemment, ce sont des projets qui peuvent impliquer des médiateurs culturels, des institutions culturelles dont le but est de transmettre et de diffuser la culture. Mais au fond, c'est quand même ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que la coopération, finalement, c'est le bon moyen pour y parvenir. Et donc, moi, j'aurais plutôt envie de me situer sur ce terrain-là et qui me semble appeler du coup des réponses en termes de mise en capacité des territoires pour intervenir, en termes de prise de conscience aussi du poids réel des uns et des autres. J'entends ce que vous dites, alors ça peut paraître bizarre de la part d'un fonctionnaire d'État et du représentant d'un opérateur de l'État. J'entends ce que vous dites sur l'importance d'un ministre de la Culture qui incarne, qui porte, qui défend, etc., etc. Mais enfin, on le sait depuis les premières études statistiques qui avaient été faites par les services statistiques du ministère de la Culture dans les années 60 à l'initiative de Malraux, les principaux financeurs de la culture dans ce pays sont les collectivités locales. Alors, on peut se focaliser beaucoup sur le budget du ministère de la Culture. Il a toujours peiné à arriver au fameux 1% symbolique, etc., etc. C'est donc bien qu'à un moment donné, ça se joue, la culture se joue dans les territoires. Et je dis ça sans aucune forme de démagogie, mais comprenez-moi bien, les véritables acteurs sont dans les territoires. Et l'État, ce qu'il peut faire, à mon sens, que ce soit un ministère ou un opérateur, ou peu importe, c'est véritablement aider les territoires à porter à la bonne échelle les projets sur lesquels ils souhaitent s'impliquer. Projets qui peuvent être portés par les collectivités locales sans participation de l'État non plus. Je pense que là-dessus, il faut avoir vraiment, pour le coup, une vision on ne peut plus pragmatique de la façon dont les projets doivent se construire et s'élaborer dans les territoires. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la démarche telle qu'elle est posée sur le thème de la coopération. C'est comment on se met autour d'une table, comment on a des méthodes qui nous permettent non seulement de faire des tours de table financiers, ça on sait tous faire, des tours de table financiers, on a été élevé là-dedans, on a été formé à ça, il y a zéro problème. Mais ça, j'allais dire, par définition, c'est quand même le bout de la chaîne. Ce qui nous intéresse, me semble-t-il, c'est comment on apprécie les attentes des habitants, les besoins des habitants, comment on les associe ou comment on fait en sorte qu'ils participent à la co-construction des projets culturels, comment on fait en sorte que la contractualisation, j'ai mentionné ce point tout à l'heure parce que ça me paraît central, comment on fait en sorte que le processus de contractualisation intègre véritablement des dynamiques dans lesquelles l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes peuvent faire valoir leur point de vue. Il me semble que le vrai sujet auquel nous sommes conviés à réfléchir cet après-midi, mais aussi auquel nous sommes plus fondamentalement amenés à répondre dans les années qui viennent, c'est celui-là. C'est changer probablement de méthode, changer de paradigme, comme on dit en ce moment. C'est véritablement comment fait-on pour vivre
ce qui correspond quand même à une mutation de la façon de produire et de diffuser de la culture dans nos territoires. On a fait allusion à des cycles. Il y a un de vos intervenants qui avait parlé de cycles et qui avait dit il y a des cycles, mais en réalité, les choses sédimentent, s'accumulent. Mais là, on est dans ce cycle dans lequel on a des nouveaux instruments qui arrivent. On a fait allusion au tiers-lieu, on a fait allusion à d'autres modes de fabrication de la culture. Je trouve que ça, c'est véritablement ça qui doit aujourd'hui retenir notre attention. Et du coup, on en déduira les besoins, véritablement, les besoins qui doivent être couverts dans les territoires. Probablement des besoins d'ingénierie, probablement des besoins de méthode, probablement des besoins de formation, probablement de nouvelles méthodes pour prendre en charge certains enjeux. Et c'est dans ce contexte-là, et je boucle avec ça et je ne serai pas plus long, mais c'est dans ce contexte-là qu'il faut penser aussi bien à la participation des institutions culturelles telles qu'elles peuvent diffuser des choses sur les territoires, que aussi l'intervention des artistes. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, en politique de la ville, typiquement, c'est comment on peut associer des artistes à des opérations de renouvellement urbain au-delà des dispositifs verticaux, les 1% culturels, etc. C'est comment on peut faire en sorte qu'à un moment donné, des artistes puissent intervenir dans des processus de renouvellement urbain. Il ne s'agit pas de les instrumentaliser, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et qu'est-ce qui pourrait être leur contribution à des processus de ce type qui dépassent le simple champ culturel. Voilà. Mais je pense que ce sont toutes ces questions-là qu'il faut aujourd'hui se poser. Et c'est l'intérêt que je vois vraiment dans la démarche que vous avez adoptée et qui a été restituée cet après-midi, c'est véritablement de poser ces questions-là et de faire à tout le moins un état des lieux des questions qui se posent et des premiers éléments qu'on peut avoir concrètement pour répondre à tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Briat. Aurélien, je vous laisse la parole. Merci. Juste simplement une petite remarque à l'issue de toutes ces réactions des uns et des autres. Je pense qu'un des enjeux majeurs de ce développement des formes de coopération culturelle, c'est le partage, c'est la question du partage du prestige. Parce que le partage du prestige de ce que représente une politique culturelle, une action culturelle, le partage aussi de la légitimité à définir ce que c'est qu'une œuvre d'art, un objet culturel, et pourquoi on le valorise et pourquoi on le valorise pas, par exemple, parce qu'une politique, c'est des choix aussi. Et c'est sans doute là un des ressorts très importants du développement des politiques de coopération, me semble-t-il. Et par rapport à ce que disait tout à l'heure le président De Gruel sur le fait qu'on ne peut pas imposer à un moment donné un partage du prestige que représente une politique culturelle à l'échelle d'une communauté de communes ou d'une agglo, à mon avis, c'est justement un des principaux blocages. Et c'est une vraie question qu'il faut se poser, c'est-à-dire pourquoi n'arriverait-on pas justement avec les questions culturelles à partager des outils, on arrive à le faire, on peut imaginer le faire, mais là où ça bloque, c'est quand on en arrive justement à des questions de prestige, c'est-à-dire pourquoi mutualiser un théâtre, pourquoi mutualiser un festival. Nous, on travaille beaucoup avec Emmanuel sur la question des festivals. Le nombre de festivals qui portent le nom de la ville dans laquelle ils sont implantés, ça traduit tout l'attachement politique que peut avoir une municipalité à défendre le nom d'un festival et le festival dans son attachement à la ville. Oui, mais si on veut justement que ces festivals deviennent des instruments de politique publique au service d'un territoire élargi, il s'agit bien de faire rejaillir le prestige d'un événement, mais aussi d'un outil, d'un instrument que peut être un musée, un théâtre, par exemple, à l'échelle d'un territoire élargi. Et ça, c'est le politique qui a dans ses mains la solution à ce problème-là, il me semble. C'est-à-dire que c'est là l'enjeu des politiques culturelles intercommunales, il me semble, et cette question du partage du prestige est sans doute un sujet à venir encore. Alors, Monsieur De Gruel, J'ai dit que je ferais de la provocation, donc je vais continuer. Je pense que cette question du partage du prestige est effectivement un vrai débat. Et donc, pour partager le prestige et être volontariste, la prochaine étape, ce sera l'élection au suffrage universel direct des intercommunalités, comme dans la métropole de Lyon.
Merci pour ce positionnement fort et bien assumé. J'avais une question à poser. Alors, monsieur Le Breton, vous voulez intervenir ou pas? Non, je ne sais pas si c'était un doigt levé ou… Vivien, juste, est-ce que je peux réagir juste Je te laisse réagir et puis je vais voir, peut-être que tu vas aller dans le sens de ma question, en fait, parce que je me demandais, mais en fait, pour coopérer, tel qu'on est en train d'en parler aussi, est-ce qu'on a les outils pour évaluer? Parce que finalement, le secteur culturel est finalement fait peut-être de la prose sans le savoir, mais par contre, est-ce qu'on a vraiment mis en place des outils qui permettent d'évaluer? C'était aussi un peu une question que je voulais te poser, Raphaël, mais du coup, je te laisse… Non, juste réagir, et puis après, je vais répondre à ta question. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les deux absents autour le ministère de la Culture et puis, a priori, l'artiste. Et juste réagir par rapport à ça, aujourd'hui, le ministère de la Culture, quand on prend un peu on analyse les résultats de cette étude, on peut, si encore une fois, on est dans un peu provocateur, on peut se poser la question de savoir si le ministère de la Culture ne devrait pas s'inspirer à un moment donné de ces formes de tiers-acteurs, de tiers-lieux. Est-ce qu'à un moment donné, le ministère de la Culture pourrait se transformer en tiers-lieu culturel quelque part? Et donc être dans cette optique d'institution moins froide, davantage ouverte, avec des formes de coproduction, des formes d'expérimentation, des formes aussi possibles d'erreur, d'horizontalité et tout ça. Donc, il y a peut-être un enjeu, au-delà de la présence du ministère de la Culture, peut-être de questionner à un moment donné la possibilité de transformer et quelque part de soigner aussi cette institution. Je m'intéresse beaucoup en ce moment à la psychothérapie institutionnelle avec Tosquelles, Guattari, Houry, qui ont travaillé en fait sur les institutions de santé, les établissements psychiatriques, qui visaient quelque part à faire un travail de fond en disant qu'il faut non seulement soigner les malades, mais soigner l'institution elle-même. Et je me pose vraiment la question de savoir s'il n'y a pas un enjeu aussi de soigner le ministère de la Culture en imaginant à un moment donné d'introduire davantage d'enchantement, de poésie, d'autonomie, d'irrationnel au sein même du ministère de la Culture. À mon avis, il y a un enjeu absolument majeur là-dedans. Deuxième absent, l'artiste et le créateur. Là, je vais être volontairement aussi provocateur. C'est-à-dire que je pense que cette étude nous amène encore une fois à questionner fondamentalement, en tout cas, les visions idéologiques qu'on peut avoir de l'artiste et quelque part les visions autour de catégories figées. Quelque part, cette idée, ce qui a été dit tout à l'heure, de protéger nécessairement l'artiste et de le mettre a priori hors société. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur de sortir à un moment donné de ces représentations idéologiques. D'abord, l'artiste qui serait seul dépositaire d'un processus créatif, esthétique, l'artiste dans les années 60-70 qui serait a priori l'acteur qui permettrait effectivement de répondre à toute une série de problématiques sociales, de liens sociaux et tout ça. Et plus récemment, dans les années 90, toute une analyse de l'artiste comme étant potentiellement un moteur économique, c'est-à-dire avec la ville créative de Richard Florida et tout ça, en disant avec les artistes, il y a la possibilité aussi de faire du développement économique. Je pense qu'il faut sortir de ces visions idéologiques et sortir d'une vision en fait, de l'artiste avec cette catégorie figée comme étant le seul dépositaire du processus créatif. Ce que nous dit cette étude, c'est qu'il faut penser le processus créatif bien au-delà de l'artiste. C'est-à-dire qu'il faut aller penser ce processus créatif dans les usines, dans la vie quotidienne de ces jeunes a priori désœuvrés, dans l'espace public. Et c'est ça l'enjeu au fond. Moi, si vous voulez, sur l'artiste qui serait a priori une espèce de panacée pour à un moment donné répondre à tous nos problématiques sociales, économiques ou de problèmes d'insuffisance de créativité, mais ce processus créatif est vraiment à penser à tous les niveaux. Et là, il y a quelque chose à penser de l'ordre un peu quelque part de cette idée de pollinisation autour de l'abeille, par exemple, mais des acteurs qui seront en capacité de faire ce travail de pollinisation créative de l'ensemble des sphères de la société. Et le troisième point sur l'évaluation, ça, on a commencé à en parler, mais en fait, si vraiment les territoires, il y a des politiques publiques qui s'engagent autour de la culture de la coopération, il va falloir rendre des comptes. Il va falloir évaluer les effets de cette culture de la coopération. Le seul problème, c'est que les effets de cette culture de la coopération, on ne va pas être dans des impacts directs évidents en termes de nombre de publics, en termes toutes ces analyses quantitatives, en tout cas, seront totalement insuffisantes pour comprendre l'ensemble des effets que peuvent avoir, à un moment donné, la mise en œuvre d'une culture de la coopération. Il y a donc à travailler sur ce qu'on pourrait appeler les valeurs extrinsèques de la culture ou les externalités, c'est-à-dire tout ce qui ne fait pas l'objet d'impact direct et extrêmement quantitatif et lié très, très concrètement au champ culturel, mais tout ce qui va concerner le lien social, la transmission, l'apprentissage, la créativité,
l'encapacitation citoyenne. Et donc, pour que cette culture de la coopération, elle fonctionne, il va falloir donner la preuve qu'il y a ce type d'effet. Et donc, il y a inventé, à mon avis, un protocole d'évaluation de ces externalités en embarquant complètement les parties prenantes et les usagers à travers la formation de citoyens évaluateurs. La seule évaluation experte sera totalement insuffisante à un moment donné, mesurer, objectiver ces externalités et in fine, avec un vrai enjeu qui pourrait consister à questionner la valeur de ces externalités. Merci Raphaël. Je crois que Claudie Le Breton veut réagir à ce qui vient d'être dit. Et ce sera le mot de la fin d'ailleurs. Le micro est coupé. Voilà. Oui. Je n'ai pas vocation à répondre aux provocateurs parce que je sais que Christophe, il est aussi un constructeur dans toutes les politiques publiques qu'il mène dans sa métropole de Blois, métropole dans laquelle j'étais avant l'été dernier pour des grands rassemblements, y compris sur tous ces sujets extrêmement intéressants, mais ça, c'est une autre histoire. Non, 2 ou 3 observations sur la place du ministre de la Culture. Moi, j'ai toujours pensé que c'est tellement un sujet fort, et d'ailleurs, un président de la République, François Mitterrand, pour ne pas le nommer, avait beaucoup théorisé sur ce concept dans les années 70, et y compris lorsqu'il a été président de la République. Mais aujourd'hui, qui devrait être ministre de la Culture? C'est le Premier ministre, parce que la présence de la culture, elle est dans tous les domaines. Et ça marquerait quelque part un signe fort si le premier du gouvernement avait cette responsabilité, bien entendu avec un ministre délégué, mais ça serait un symbole et aussi quelque part une forte réalité. Le deuxième élément, aujourd'hui, on n'est pas dans un État fédéral. En Allemagne, quand le chancelier veut négocier des politiques, y compris culturelles, il est obligé de réunir les ministres-présidents des Länder, voire des grandes villes et des grandes métropoles. Car il ne peut pas y avoir de politique culturelle de la culture dans un pays organisé de cette façon-là. Mais ça donne aussi une plus grande diversité, beaucoup plus de mouvements et beaucoup plus de richesse. Notre pays, nous, on a fait la décentralisation. Mais finalement, on reste encore avec une conception du rôle de l'État et de ses organisations, j'ai envie de dire, et du passé et des passés. Si on n'entre pas dans une autre temps, un ministre aujourd'hui devrait passer une partie de son temps, surtout dans le domaine culturel et des politiques publiques, où 70% des financements viennent des collectivités territoriales. Et je veux dire, dans la négociation, je sais qu'existe par exemple le Conseil des collectivités de la culture, j'y ai participé. C'est une instance de proclamation, ce n'est pas une instance de discussion et de négociation. On est dans une instance de proclamation, c'est-à-dire chaque association représentant tel ou tel niveau de collectivité territoriale vient pour délivrer un discours sans écouter le discours des autres. Alors qu'on devrait dans un processus quelque part de discussion, d'échange, de négociation, puisqu'il est placé autour du ministre de la Culture qui en a cette exposition. Là, on est véritablement, je ne parle pas de transition, mais dans une évolution culturelle, voire il faudrait pratiquement une révolution culturelle des esprits de celles et ceux qui sont dans la pratique de cette élaboration de politiques contractuelles et voire coopératives. Pourquoi pas, osons le terme. Deuxième élément, le tiers-lieu. Je ne sais pas dans quel sens, je n'ai pas encore bien compris, mais on aura l'occasion, Raphaël, d'en reparler avec Raphaël Besson. Il y a notamment les tiers-lieux classiques qui sont des espaces aujourd'hui de travail collaboratif, etc. Mais un tiers-lieu, pour moi, c'est d'abord un état d'esprit. Aujourd'hui, on est face à un bouleversement du monde du travail. Si je prends par exemple un certain nombre d'entreprises ou de services publics, les gens sont toujours à aller au bureau, espace physique, alors que le bureau, il est dans leur sacoche ou dans leur musette. C'est l'ordinateur aujourd'hui, le bureau. Et si on n'est pas capable de repenser, alors maintenant, le Covid nous a obligés à aller véritablement vers des formes d'organisation telles que le télétravail, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, alors qu'il y a longtemps, et moi j'étais de ceux-là, à dire il faut aller vers ces formes d'organisation du travail. Ça veut dire que les tiers-lieux, là Raphaël, je suis d'accord avec toi, il y a des espaces culturels existants
des scènes nationales, des théâtres, qui peuvent devenir aussi des tiers-lieux où les gens se retrouvent. C'est comment on a, quels concepts multiples et différenciés on donne à cette notion de tiers-lieu qui, justement, font qu'on peut venir de milieux professionnels différents, mais comment on est capable de construire ensemble. Puis enfin, un mot sur l'artiste. L'artiste, créateur, etc., etc. Mais ce que l'on veut aussi, c'est quelque part faire en sorte que les citoyens et les citoyennes ne deviennent pas forcément des artistes au sens statut tel qu'on le connaît de l'artiste, mais soient créatifs et innovants. Et ça ne peut passer que par l'éducation, la culture, l'émancipation, qui est un gros travail de fond. Moi, j'ai toujours pensé que la mère de toutes les réformes dans un État démocratique, c'est la culture et l'éducation. Ça passe par cela, sinon, y compris pour, quelque part, gommer progressivement, malheureusement, les différences entre les catégories sociales défavorisées, les catégories populaires, sociales plus, etc., etc., si demain, on veut aller vers une forme plus aboutie d'un vrai pays, État civilisé, moderne et véritablement dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Voilà. C'est une contribution à la discussion, mais j'apprécie cette confrontation intellectuelle et philosophique, parce que nous, les politiques, on est de ceux qui exercent, on ne va pas s'opposer les uns aux autres, les chercheurs, les politiques, les artistes, mais quelque part, c'est d'essayer humblement de comprendre le monde dans lequel on vit, où il va, et d'apporter notre pierre. C'est Saint-Exupéry qui avait écrit « Est un homme, c'est contribuer à bâtir le monde en posant sa pierre ». Et c'est ça, modestement, ce que nous avons à faire dans nos organisations démocratiques, territoriales, sociales, aujourd'hui, à mon point de vue. Merci beaucoup, Claudie Le Breton. Ça sera... Je cite aussi la suggestion de Christophe de Gruel qui nous renvoie vers le film d'Éric Rohmer, Le maire, l'arbre et la médiathèque. Et puis, beaucoup d'interventions sur le chat sur les questions des pratiques professionnelles et de la transformation en fait, des métiers pour aller sur cette co-construction. J'ai ma connexion qui est instable, ça doit être le signe sûrement que c'est la fin du débat, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais maintenant, justement, ces questions de pratiques professionnelles, d'outils de métier, c'est l'objet de la journée de demain, puisqu'on va comprendre maintenant comment sur le terrain, ça s'est fait, ça se produit, c'est en train de se fabriquer, avec qui et avec quelle méthode. Du coup, je vais laisser la parole à... Alors aussi, avant de vous quitter, peut-être Cédric le fera, mais j'ai le message... du département de Haute-Loire qui a dû nous quitter pour d'autres impératifs et qui remercie l'ensemble des intervenants pour la qualité des échanges qu'ils ont trouvé très inspirants et permettant aussi de s'acculturer, de prendre un peu le recul sur le sujet et d'échanger avec vous. Et je vais maintenant laisser la parole à Cédric et à Yves Armel Martin pour vous parler du programme de demain.